Y a-t-il seulement une personne qui n'a jamais entendu cette phrase, prononcée il y a près de 6 décennies, à 3h56 heure de Paris, par Neil Armstrong, commandant de la 11e mission Apollo, un 21 juillet 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Lorsqu'on évoque ce moment dans un cours d'histoire ou de géopolitique, on l'assortit souvent d'une formule de type « la course à l'espace touche à son point culminant, l'Amérique triomphe ». De l'URSS, finalement, il n'est pas vraiment question. Ils sont les seconds qui ne sont pas parvenus au sommet de la montagne et il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Eh bien, je prétends au contraire que l'échec soviétique est passionnant. Savez-vous par exemple que le 21 juillet 1969, les soviétiques, d'une certaine manière, sont également présents sur l'astre lunaire. Si vous voulez tout savoir sur ce fiasco soviétique lunaire, c'est un épisode de la série Joyeux anniversaire dans laquelle on ressort de sous le tapis des échecs historiques retentissants. Joyeux anniversaire! Tout avait pourtant bien commencé pour les soviétiques. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a vu le déploiement des V1 et V2 nazis, les rivaux de l'Est et de l'Ouest développent des programmes balistiques qui les amènent à se projeter à des altitudes toujours plus élevées. Les Américains et les Soviétiques, dès le début des années 1950, se penchent sur l'envoi de satellites en orbite. La fusée soviétique, la R-7 au puissant moteur, est la première à réaliser cette performance lorsqu'elle propulse Sputnik dans l'espace en octobre 1957, provoquant une émotion mondiale qui surprend jusqu'au Kremlin, entre fascination et inquiétude, et encourage à poursuivre. La suite est connue. Capitalisant sur ses réussites sur le plan technologique, l'URSS pousse son avantage au maximum. Premier être vivant dans l'espace, puis premier homme, première femme, première sortie extravéhiculaire, and so on. Les Américains ne sont pas loin. Il n'y a même pas un mois qui sépare le voyage spatial de Gagarine de celui d'Alan Shepard. Mais qui retient les seconds à l'heure où la coexistence pacifique déplace en partie les regards du champ militaire à l'affrontement symbolique dans cette guerre froide. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. L'ambition de Kennedy, au début de son mandat en 1961, n'a probablement pas tétanisé Sergueï Korolev, le père du programme spatial soviétique, qui l'année précédente disait ceci. Dans la Pravda, en effet, il parle de la possibilité d'une exploration directe de la Lune, tout d'abord par atterrissage de sondes scientifiques automatiques, et plus tard par l'envoi de chercheurs et la construction d'une station scientifique habitée sur la Lune. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la confiance est de mise. Korolev, c'est un bourreau de travail, un ingénieur de génie, un homme qui revient de nulle part aussi, après avoir subi les purges soviétiques qui l'ont envoyé dans l'enfer de la Kolyma, où près d'un quart des Zèques, les déportés du Goulag, sont morts. La Seconde Guerre mondiale le sauve d'une certaine manière, lui permettant d'intégrer une charachka, un laboratoire secret, certes rattaché au Goulag, mais moins dur. En 1946, on l'extirpe de sa captivité pour l'envoyer en Allemagne récupérer le maximum d'informations sur les V2. Puis son bureau d'études prend du galon, ses talents d'organisateur n'échappent pas aux autorités. C'est en grande partie sa force de conviction qui permet de faire mettre à l'ordre du jour des programmes spatiaux sans visée militaire apparente, comme l'envoi d'un homme dans l'espace. Korolev, c'est donc bien le von Braun soviétique, le type fiable, ultra qualifié et avec un temps d'avance. Le genre d'ingénieur qui laisse à penser que quoi qu'en dise Kennedy, le premier homme sur la Lune sera soviétique. À moins que... L'ambition de cette vidéo n'est pas d'explorer le programme Apollo. Ses sommes faramineuses, son personnel pléthorique, sa montée en puissance progressive. Pour ça, je vous invite à visiter la Cité de l'Espace, à regarder éventuellement la vidéo que voici, ou encore le film First Man consacré à Neil Armstrong. En revanche, il paraît nettement plus pertinent d'explorer les limites du programme soviétique. On passera vite sur les écarts de moyens. C'est évidemment important dans la rivalité avec les États-Unis, mais c'est une telle constante qu'il n'est pas utile d'épiloguer. Commençons par dire qu'il n'existe pas un équivalent du « We choose to go to the moon » chez les soviétiques. Le pouvoir ne communique pas sur d'éventuels programmes et ne clame pas à tue-tête, autant de Khrouchtchev comme de Brejnev, sa volonté de relever le gant jeté à ses pieds par le rival états-unien. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun projet sur la table dans ce pays où la culture du secret s'érige en sport national, mais à tout le moins que ce n'est pas un objectif clair érigé en priorité ultime.
Comme évoqué plus tôt, nombre de dignitaires soviétiques ne voient dans le spatial qu'un terrain pour le développement de l'armement, pas un territoire de projection de ce que nous appellerions aujourd'hui le soft power. Mais le plus problématique est ailleurs. La Lune intéresse le pouvoir. Korolev a l'envergure pour offrir la victoire aux soviétiques et l'URSS des années 1960 est un régime très autoritaire et vertical qui devrait, a priori, lui offrir la haute main sur toutes ses affaires. Sauf que dans les faits, le programme lunaire soviétique est un véritable panier de crabes où des luttes d'influence se nouent entre des acteurs qui parfois se détestent et jouent en permanence des coudes pour imposer leur vue. Prenons l'exemple de Valentin Glouchko, victime lui aussi des purges staliniennes dans les années 30, qui dans le rituel bien rodé du sinistre NKVD avait été invité, après ses confessions, à dénoncer ses collègues, dont Sergueï Korolev. On imagine facilement l'animosité de ces deux-là, même 20 ans plus tard. Résultat, là où les experts du programme Apollo regardent dans la même direction et convergent sur les moyens d'y parvenir, les soviétiques partent dans tous les sens. Au temps de Khrouchtchev, l'objectif Lune est morcelé en plusieurs programmes, bien plus rivaux que complémentaires. Ainsi, l'un de ces programmes vise le survol de la Lune, l'autre le débarquement de cosmonautes. Les fusées ne sont pas les mêmes, les directeurs se tirent dans les pattes. Korolev a beau hériter du programme N1 pour développer les fusées les plus puissantes destinées à poser un cosmonaute sur le sol lunaire, il rame contre le courant pour avancer. Il s'épuise. Après le limogeage de Khrouchtchev en 1964, Korolev reprend la main. Pas pour longtemps hélas. Sa santé décline fortement face à la tâche titanesque à laquelle il se confronte. En 1966, de sérieux problèmes intestinaux conduisent à une opération bénigne sur le papier, mais qui rapidement se complique. Korolev ne se réveillera pas. Il décède à 60 ans. Et ce n'est pas faire injure à Vassili Michine, son bras droit qui devient le numéro 1, que de dire qu'il n'a pas son envergure. Le 21 décembre 1968, un premier coup de semonce parvient à Leninsk. C'est alors le nom que porte Baïkonour, le cosmodrome des soviétiques. On apprend en effet que la mission Apollo 8, avec 3 hommes à son bord, est parvenue à faire le tour de la Lune, alors que les missions d'essai n'avaient pas été parfaitement concluantes. Pour les ingénieurs soviétiques, qui pendant longtemps se sont crus en avance, c'est la stupéfaction. Au début de l'année 1969, ça ne s'arrange pas. Tous les lancements inhabités de la puissante fusée N1, le bébé de Korolev, celle qui pourrait envoyer des cosmonautes sur l'astre lunaire, se soldent par des échecs. Le plus notable intervient, en juillet 1969, le 3 précisément, avec une fusée qui retombe sur son pas de tir sans faire de victimes, mais en produisant la plus puissante des explosions humaines non nucléaires jamais enregistrées à ce moment-là de l'histoire. Des dommages critiques en découlent sur le site de lancement, y compris dans ses parties souterraines. L'avantage, c'est qu'on se trouve en Union soviétique, alors n'escomptez pas que l'on communique sur un pareil échec. L'inconvénient, c'est que pour une mission lunaire consistante dans un horizon proche, c'est mort et pour un moment. Pas de doute, les Américains auront la main pour tenter de se poser les premiers sur la Lune. Il reste encore une carte à abattre aux soviétiques, elle s'appelle Luna. Non, pas celle-là. Luna, c'est le nom d'une des composantes du programme spatial soviétique. Celle qui consiste à envoyer des missions automatiques à base de sondes orbitales ou de rovers. Ce n'est pas la partie la plus connue du programme, mais de la sorte, on est parvenu dès les années 1950 à faire des photos de la face cachée de la Lune et même à y poser un engin. La 15e mission de Luna n'a pas la capacité de faire mieux que les Américains, mais lancée à temps, elle pourrait leur voler une première spatiale pour sauver l'honneur. Être la première mission lunaire à ramener des échantillons d'un sol extraterrestre après prélèvement par une sonde. Le 14 juin, un lancement d'une première fusée Proton échoue. On retente le 13 juillet, et cette fois c'est un succès. L'équipage d'Apollo 11 ne décolle que dans 3 jours. À Moscou, on a prévu un défilé en grande pompe en cas de succès. Hélas, si la fronde est dans l'orbite lunaire dès le 17 juillet, 2 jours avant la mission américaine, Luna 15 fait 52 fois sa révolution autour de l'astre sans s'y poser. À ce compte-là, elle se trouve encore dans l'orbite lunaire quand l'aigle se pose. Ça sent pas bon cette histoire. Une vingtaine d'heures plus tard, alors que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne vont pas tarder à quitter la mer de la Tranquillité pour regagner le vaisseau piloté par Michael Collins, Luna se crache dans une autre mer, la bien nommée mer des crises, à seulement quelques centaines de kilomètres du drapeau américain fiché dans le sol lunaire le même jour. Il ne reste plus aux soviétiques qu'à se montrer beaux joueurs. La presse parle de l'événement, mais de manière discrète. Sur ces enjeux de communication, je vous renvoie au short que j'ai fait ici.
En revanche, vous en doutez, si les Américains n'avaient pas accompli ce qu'ils ont accompli, vous vous doutez bien que les Soviétiques n'auraient pas manqué de le souligner. La théorie du complot tient là sans doute la plus puissante de toutes ces dénégations. En revanche, ce n'est pas une surprise, rien autour de l'échec de Luna 15. Il n'y a pas écrit Glasnost ici. Le bilan de cette affaire n'est pas glorieux pour les Soviétiques. En URSS, on insiste encore un peu, mais en 1974, on enterre le programme. Trop coûteux, mal géré, plus vraiment porteur depuis le succès américain. La centaine de cosmonautes qui s'entraînaient à la Cité des Étoiles dans la périphérie de Moscou est remerciée. Ils ne s'approcheront jamais de la Lune. Les documents sont détruits, l'existence même du programme niée par les autorités. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Il y a tout de même un bénéfice collatéral à la mission Luna 15. Alors qu'un léger risque de collision existait entre les missions Apollo et Luna, les autorités soviétiques ont accepté de rassurer les Américains sur l'absence de concurrence des trajectoires de leurs véhicules avec celui de la mission Apollo 11. C'est ainsi le début d'une amorce de dialogue spatial, 6 ans avant la très surprenante et réjouissante mission conjointe Apollo-Soyouz. Voilà pour la narration à front renversé du plus grand exploit accompli par l'homme au XXe siècle. Dans un contexte partiellement différent, peut-être êtes-vous passé à côté de cette information qui nous vient de Chine. Autant la fin de la décennie 1960 aura été trépidante entre les deux superpuissances d'alors, autant la fin de la décennie 2020 promet sérieusement elle aussi. Êtes-vous abonné à cette chaîne? Non? Allez, vous êtes à un clic d'apprendre régulièrement des histoires méconnues, comme ces autres moments loose du passé contenus dans la playlist que voici. Au plaisir!